Avant de donner la parole à nos, à nos panélistes, j'aimerais vous les présenter tous les deux, mais dans un contexte plus global. Alors, Geneviève et Martin œuvrent depuis 15 ans, au moins 15 ans, dans le réseau collégial, entre autres dans leurs champs respectifs. Donc, ils ont développé là, des compétences vraiment spécifiques. Martin en tant que conseiller pédagogique et Geneviève en tant que conseillère en... Peux-tu me préciser, là, j'ai oublié le terme? Oui, présentement, je suis conseillère en stratégie d'apprentissage. Oui. Conseillère en stratégie d'apprentissage. Donc, ils ont réalisé ensemble plusieurs projets collaboratifs. Tous les deux sont sensibles à la réussite des étudiants et des étudiantes. Les deux conférenciers aussi ont une approche alliant à la fois les références à la motivation et les fondements pédagogiques et l'utilisation d'outils technopédagogiques. Alors, comme on dit au tennis, bon webinaire, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Nicole, de cette présentation. Avant de commencer, merci aux gens de la QPC de nous permettre de partager à nouveau. En fait, on avait fait cette présentation-là au colloque de la QPC 2021. Et puis, on a l'opportunité aujourd'hui de refaire cette présentation-là aujourd'hui qui s'intitule « La réussite dont vous êtes le héros ». Et à ce moment-ci, je pense que ça serait de bon augure que de vous partager mon écran. Et là, vous devriez voir actuellement la page couverture, en fait, la page de présentation de notre présentation. Alors, comme Nicole le disait, Martin Pelletier ici avec vous, accompagné de Geneviève Fortin-Gauthier. Geneviève Fortin-Gauthier qui était, avant d'être à Lorando, pour vous faire une petite histoire courte aussi, elle était avant au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne. Donc, c'est là qu'on s'est connus, puis c'est là qu'on a en fait monté un projet et qu'on a collaboré ensemble. Et c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui, la réussite dont vous êtes le héros. Geneviève, est-ce que tu veux compléter ta présentation personnelle? Bien sûr, merci. Donc oui, bonjour, Geneviève Fortin-Gauthier. On l'a dit un peu plus tôt, mais oui, je travaille dans le milieu collégial. J'entame ma 15e année là, dans le milieu collégial. J'ai toujours travaillé auprès des services aux étudiants. Donc, tout d'abord comme éducatrice spécialisée, ensuite comme conseillère en services adaptés et j'étais au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne. Dans les derniers mois, je suis au Cégep André-Laurando à titre de conseillère en adaptation scolaire, mais je travaille vraiment les stratégies d'apprentissage auprès des étudiants. Donc, l'engagement via les stratégies d'apprentissage pour susciter la réussite de nos étudiants. Et je participe également à titre de co-chercheur à une recherche PAREA depuis l'automne 2020 qui s'intéresse à l'inclusion de la diversité étudiante au collégial. Excellent. Moi, je vais juste profiter de ma tribune pour dire que, je suis à Terrebonne depuis 2011. Je suis, on dit conseiller pédagogique TIC. Vous entendez aussi conseiller techno-pédagogique, mais moi, j'aime bien prendre le titre conseiller pédago-technologique. Bon, c'est une petite tournure où est-ce qu'on met la pédagogie avant la technologie. Puis, moi, ça m'anime encore plus de faire dans cet ordre-là, de mettre les mots. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, actuellement, vous voyez, c'est comme un PowerPoint ou une présentation, en fait, utilisant un outil, mais ce n'est pas PowerPoint. Alors, c'est un outil qui s'appelle Geniali. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas cet outil-là, je vous le recommande chaudement. C'est un magnifique outil pour faire des présentations. Puis en même temps, c'est un outil, on va vous donner le lien de notre présentation à la suite en fait, le lien de notre Geniali à la suite de notre présentation. Comme ça, vous pourrez revisiter notre présentation et c'est une présentation qui est interactive. Donc, vous allez voir, chaque chapitre, on peut sauter directement dedans. Puis, vous allez voir de la façon que Geniali fonctionne. Lorsque vous voulez voir s'il y a des éléments interactifs sur une page, vous avez juste à cliquer sur le petit doigt ici, et là, les éléments interactifs apparaissent. Et là, vous pouvez voir là où il y a des lieux d'intérêt sur lesquels cliquer. Donc, voici, ça, c'est le plan de match de notre présentation aujourd'hui. Alors, l'introduction, je pense qu'on a fait déjà le qui sommes-nous. Je pense que ça, c'est...
on peut déjà passer à l'autre élément qui est les origines du projet. Exactement. Donc, pour vous mettre en contexte, c'est sûr que nous, ce projet-là est né de plusieurs, en fait, préoccupations qu'on avait et desquelles c'était vraiment des discussions qui découlaient d'un peu partout. Il y avait des préoccupations qui venaient d'une matinée pédagogique dans laquelle les enseignants, avec les membres du personnel professionnel et du soutien, avaient nommé des préoccupations par rapport au taux d'absentéisme chez nos étudiants et à leur engagement dans leur étude. En parallèle à ça aussi, on avait un cours à Terrebonne, on a en fait un cours qui s'appelle Réussir ses études collégiales, dans lequel on voulait s'arrimer pour pouvoir arriver à offrir à nos étudiants des contextes d'apprentissage, en fait, des stratégies d'apprentissage qui allaient se ressembler partout où notre étudiant allait se présenter. On allait pouvoir avoir vraiment une uniformité dans ce qu'on pouvait offrir pour que l'étudiant s'y retrouve plus facilement. Donc, on a vraiment travaillé un arrimage. Et en même temps, au service adapté, bien, on travaillait aussi et on savait que quand on enseignait les stratégies d'apprentissage à nos étudiants, bien, ça donnait des résultats qui étaient positifs dans leur réussite et dans leur engagement. Donc, c'est vraiment ces trois facteurs-là qui nous ont permis de commencer à travailler et à se dire, bien, comment est-ce qu'on pourrait essayer de rejoindre une plus grande population via l'enseignement de ces stratégies-là. Excellent. Et vous allez évidemment vous dire, ben là, un CP, un conseil pédagogique, une CSA, en fait, c'est la rencontre de deux personnes qui travaillaient dans le même cégep, tout ça, mais ça a été une mise en commun d'expertise, en fait, avec nos différents champs de compétences, avec évidemment quelqu'un qui travaille plus avec les étudiants directement, quelqu'un qui travaille plus avec les enseignants, en donnant des conseils sur la pédagogie à utiliser, tout ça. Et quoi de mieux que d'illustrer ça d'une image? Et là, ben, en fait, vous allez voir un peu d'où ça part. Alors, ça part de l'étudiant. Et là, vous remarquez, en fait, l'engrenage ou une roue dentelée. Et il y a l'étudiant qui est au centre. Et derrière cette roue dentelée-là, ben, un peu comme un mécanisme, un peu comme une montre, ben, derrière l'étudiant qui est illustré à droite, mais en filigrane, il y a des gens qui sont derrière. Il y a là, ici, on l'a illustré avec API, les CPE pour enseignants, CSA, mais c'est des gens qui travaillent de concert ensemble, avec des points de vue différents pour couvrir plus largement, en fait, une façon d'aider l'étudiant. Et à ce moment-ci, pour vous donner un peu la couleur de notre présentation, nous nous inspirons, nous illustrons, en fait, nous utilisons des référents culturels que tous et toutes, en fait, vous connaissez. Et nous avons notre étudiant ici. Et là, ben, c'est un peu comme l'étudiant dans lequel il nous arrive et il y a à peu près des fois cet aspect-là, ou du moins on voit le besoin là, et on trouvait que le fameux coyote des Looney Tunes représentait bien notre étudiant. C'est non pas pour se moquer des étudiants, mais juste pour vous dire, et donc, comme je vous disais, la couleur de notre présentation, c'est qu'à travers notre présentation, nous allons faire des références à la fois, des fois, à tirer de la BD, tirer de la télévision ou du cinéma, question d'illustrer notre propos. Et c'est aussi partie, en fait, de nos discussions, aussi bonnement que moi et Geneviève, des fois, on se rencontrait puis on se parlait de séries télé ou de films qu'on avait vus ou des éléments comme ça. Et c'est ça qui nous a inspiré, en fait, notre présentation d'aujourd'hui. Donc, ça, on revient dans le fond à nos étudiants et aux attentes qu'on a par rapport à eux. On s'est rendu compte, et moi-même, je l'ai vécu dans mon bureau, je l'ai vu en jasant avec des collègues, que souvent, on s'attend à ce que les compétences de nos étudiants, quand ils arrivent au milieu collégial, soient déjà acquises. Puis dans les compétences dont je parle, là, c'est, mettons, on s'attend souvent à ce que nos étudiants soient organisés, qu'ils savent déjà, vu qu'ils arrivent du secondaire, comment on utilise un agenda, comment on prend des notes en classe, comment on se prépare, qu'on étudie pour un examen. On s'attend souvent à ce que ces compétences-là soient déjà là, mais on s'est rendu compte dans les rencontrants que chez la majorité, il en manque encore un peu de l'autonomie pour que notre étudiant soit vraiment pleinement engagé, qu'il arrive à réussir par lui-même en ayant déjà les outils qu'il a besoin. Donc,
nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de mettre un ensemble de gens derrière eux pour les aider à déclencher ces mécanismes-là et justement arriver à passer au niveau qui est requis pour les études collégiales. Donc, on essaie vraiment de donner le petit plus pour favoriser leur autonomie et que ce soit quelque chose qui, au terme de leur passage au collégial, soit acquis. On a essayé des formules. C'est sûr que nous, on a déjà tenté les ateliers, puis on s'est rendu compte que les ateliers, ça fonctionne plus ou moins bien. Tu sais. Ce qui fonctionne bien, par contre, c'était de les rencontrer en individuel ou d'aller en classe directement où on pouvait aborder ces thèmes-là dans un contexte d'apprentissage. Et ça nous semblait être une bonne option de les rejoindre là où ils étaient. Donc, ce qu'on en vient à penser, c'est qu'on n'est pas responsable, en effet, de leur réussite, mais on va mettre en place pendant leur cheminement des moyens pour qu'ils puissent acquérir ces compétences-là et favoriser la réussite qui, comme l'échec, va appartenir à notre étudiant. Hein. On n'est pas en train de dire qu'en apprenant les stratégies d'apprentissage, on garantit une réussite, mais on pense qu'on va aller quand même mettre des ingrédients qui vont nous permettre, en tout cas, que notre étudiant puisse avoir ce dont il a besoin pour bien cheminer au collégial. Et question d'impliquer tout le monde, on s'est inspiré d'une histoire un peu à la Boucard Diouf. Là. On a raconté une espèce de... Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette petite histoire, hein, qu'il était une fois 4 individus que l'on appelait tout le monde, quelqu'un, chacun et personne. Il y avait un important travail à faire et on a demandé à tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé que quelqu'un le ferait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais ce fut personne qui le fit. Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de tout le monde. Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire et personne ne doutait que quelqu'un le ferait. En fin de compte, tout le monde fit des reproches à chacun parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un aurait pu faire. Ce qu'il faut retenir de cette histoire-là, c'est que des fois, on est plusieurs à vouloir faire des choses, mais on se fie à l'autre, où on se dit, il y a quelqu'un qui va le faire. De toute façon, comme c'est la job à tout le monde, mais il n'y a plus personne qui le fait. C'est un peu le malheureux constat auquel on arrive souvent. Et c'est un peu comme de dire, OK, on va se mettre à se connecter les uns les autres, comme les engrenages de tout à l'heure, mais comment faire en sorte aussi que ça soit coordonné, qu'en fait, on est dans notre implication, mais que ça donne un effet de levier auprès des apprentissages, mais aussi sur le levier sur l'étudiant comme tel, et que chacun, en ayant sa part, mais en ayant aussi une part significative, on arrive à arriver à un résultat probant. Cela dit, ça n'exclut pas l'étudiant, et surtout dans le rôle que l'étudiant doit prendre, un rôle actif. Exactement. On s'est questionné, prime abord, sur le rôle que devait avoir un étudiant. Donc, c'est quoi nos attentes par rapport à lui? Souvent, évidemment, à la base, on va s'attendre à ce que notre étudiant soit présent à ses cours, qu'il participe activement aussi en classe, qu'il soit préparé, qu'il questionne pendant le cours, qu'il prenne des notes, qu'il connaisse aussi quelques petites méthodes de travail intellectuel en arrivant au collégial. Finalement, c'était pas ça pour tout le monde. Puis ça, je l'ai dit plus tôt, puis on s'en est rendu compte qu'il fallait peut-être parfois aller diminuer nos attentes, puis partir vraiment d'où l'étudiant était pour aller monter nos exigences. Et donc, l'idée qu'on va vous présenter, c'est vraiment de multiplier les intervenants et les interventions pour aller vraiment à la rencontre d'une plus grande population étudiante. Parce que notre étudiant, quand on veut qu'il acquérisse, dans le fond, ces méthodes de travail-là intellectuelles, il doit prendre des notes en classe, il doit étudier pour un examen, on doit apprendre à rédiger des textes, l'accompagner en fait là-dedans, hein, l'accompagner dans le travail d'équipe, faire des exposés oraux, faire ses lectures. On a vraiment besoin que notre étudiant acquérisse ces compétences-là. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que notre étudiant apprenne à se connaître, qu'il apprenne à connaître c'est quoi ses forces, avec quoi il arrive déjà comme bagage, qu'est-ce qu'il a acquis, qu'est-ce qui va lui rester à acquérir dans son passage justement dans le collégial pour que notre étudiant, parfois, quand il quitte le collégial, il arrive sur le marché du travail ou il s'en va vers l'université. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin de développer
pour poursuivre, dans le fond, ensuite les prochaines étapes qui vont s'en venir. Fait qu'on ne vous présente pas aujourd'hui une recette magique ou quelque chose qui va changer des vies, mais au contraire, on vous présente quelque chose qui, pour nous, a vraiment donné des résultats qui étaient concrets, qui nous permettent vraiment de penser qu'en étant plusieurs et en s'appuyant vraiment sur des stratégies d'apprentissage, bien, on peut amener notre étudiant vers un engagement et une réussite. Et en lui faisant comprendre que ce n'est pas une potion magique comme dans Astérix et Obélix ou ce n'est pas comme dans Harry Potter, quoique j'adorerais aller à Poudlard ou être enseignant ou même étudier à Poudlard, mais ce n'est pas comme ça. L'école, c'est autre chose. Ce n'est pas question de magie qu'on il y a une baguette magique, puis là, après ça, la réussite est acquise, puis tout ce que tu fais, c'est la réussite. Donc, des fois, en empruntant un peu cette image-là, on fait comprendre aux étudiants que s'il y a un processus, il y a de l'effort à mettre, mais il y a un processus. Un processus qui est itératif. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce processus, en fait, qui vient du design thinking. Et là, je me suis inspiré de l'image que vous voyez en bas. Et là, ben, je l'ai, librement traduite. OK? Alors, c'est le processus du design thinking. C'est évidemment, on part à gauche et ça va vers la droite, mais ce n'est pas un cheminement séquentiel. Ça veut dire qu'on fait chaque bulle une après l'autre. C'est qu'on il y a des va-et-vient, il y a des séquences. Ce n'est pas un cheminement typique de 1 à 10. On avance, des fois, on pense qu'on recule, mais ce n'est pas un recul comme tel. C'est un recul sur le graphique, là, en retournant vers la gauche. Mais des fois, c'est de repartir ou du moins de remettre des éléments en fonction. Puis comme ça, ben, on se construit pour éventuellement arriver avec quelque chose de plus solide à la fin. Donc, s'il y a un mot à retenir ou dire le mot itératif, ben, c'est un peu dans cet esprit-là. Toujours dans notre idée de cheminement, bon, là, ici, c'est nos référents à nous, ben, surtout les miens, je pense. Moi, j'adore les jeux de société. Donc, à un certain moment donné, on essaie de trouver qu'est-ce qui représenterait bien, bon, dans cet esprit-là de la ludification, que tu disais, ouais, dans le ludique, mais qu'est-ce qui trouverait, en fait, un écho au processus qu'on veut, en fait, transmettre aux étudiants puis leur faire comprendre? Ben, on a commencé avec le fameux jeu de bonbons. Je ne sais pas si vous avez joué. Moi, j'ai joué à ça là, longtemps. Là. J'adorais ça. En plus, ça allait dans mon imaginaire. Mais c'est un processus, en fait, qui part de la première case, puis là, ben, tu avances tranquillement, puis là, tu arrives à la fin. Mais c'est un. Bon, à part les petits. Il y avait des raccourcis, là, comme le premier ici, là, ou ici. Mais c'est plus un cheminement de A à Z. On disait, ouais, c'est pas exactement ça. Puis là, ben, on a pensé, est-ce que c'est un jeu d'échelle et serpent? Puis là, on dit, oui, c'est vrai, parce que l'échelle et serpent, ben, te fait progresser puis te fait reculer. Mais en même temps, on disait, ouais, mais là, c'est reculer. Fait que c'est pas nécessairement dans l'idée de reculer parce que c'est pas l'idée justement de désapprendre, c'est que des fois, on revient sur des notions. Fait que c'est pas de reculer comme tel. Après ça, on s'est rappelé qu'il y avait un jeu qui s'appelait Carrière. C'est un jeu, là, c'était super le fun parce que là, tu choisissais en fait ton champ. Puis là, ben, en fonction de. C'était. Ouais, on avait des cartes, tout ça, mais en fonction de ce qu'on gagnait des points, mais il y avait un peu l'idée de ben, on choisit ce qu'on veut faire dans la vie. On pouvait être une star du sport ou ben, aller à l'université ou faire des affaires et tout ça. Puis en fonction, mais il y avait quand même une certaine progression dans le jeu. Et le dernier, c'est Destin, le jeu de la vie, là où on progressait, on pouvait même avoir. En fait, on avait même, je me souviens, le jeu, il y avait une petite auto, puis à un moment donné, on savait même qu'on avait des enfants, puis on les mettait dans l'auto et tout ça. Fait qu'il y avait l'idée de progression, mais en fonction aussi d'aléas de la vie. Des fois, il y avait des fois, on pigeait, mais il y avait des choses qui se passaient. Et il y avait une idée de progression. Et là, à un certain moment donné, après avoir eu du bon temps, moi et Geneviève, à se rappeler de ces jeux de société, on s'est souvenu qu'il y avait, en fait, dans l'idée de jeu, ou du moins de cheminement interactif,
mais c'était les livres dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ces livres-là où est-ce qu'on vous disait, bon, ben, vous êtes devant, je ne sais pas moi, une forêt et à gauche, il y a une roche et à droite, il y a un arbre coupé. Si vous voulez aller vers, d'un côté, vous allez, bon. Et là, ben, en fait, ça nous demandait d'aller, pardon, ça nous demandait d'aller dans des livres, dans des pages spécifiques. C'est un peu ce qui est illustré à gauche, là, avec des exemples de graphes pour voir la planification, ce qu'on appelle un texte plurilinéaire, donc avec des points de jonction, des fois des nœuds, où est-ce que tout le monde revient aux mêmes endroits, mais avec des fois des moments là, typiques, parce que chaque étudiant, hein, souvenons, il faut s'en souvenir, est différent. Il n'y a pas le même cheminement. Et à partir du livre dont vous êtes le héros, ben, c'est là qu'est arrivé le titre de notre présentation, le livre dont vous êtes le héros. Puis on s'est dit, ouais, c'est plus comme ça, où il y a effectivement des choix. Chaque étudiant est devant des choix et son cheminement est donc différent l'un et l'autre. Et en parallèle, on avait ce livre-là, Savoir apprendre pour réussir. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là. Ça a été écrit par Escudier et Debat. Et en fait, on s'est inspiré, parce que dans le livre, il y a des éléments dedans, mais oui, on parle de 3 groupes. Des groupes Apprendre à apprendre, un groupe de méthode de travail intellectuel, puis un groupe Saines habitudes de vie. Des éléments, en fait, pour aider à l'apprentissage. Et on s'est inspiré, en fait, de ce regroupement, en fait, de ces 3 groupes-là pour y aller avec nos 4 groupes à nous. Et les 4 groupes, vous allez voir, on les représente ici par 4 cercles partiellement montrés, mais avec des groupes comme installer des mécanismes, la conception, travail sur soi et lecture et écriture. Et question de vous donner le goût d'aller explorer notre Géniali par la suite. Sachez que derrière, on a trouvé des dignes représentants pour chacun qui illustrent bien chaque groupe. Donc, on vous laissera découvrir le tout par la suite. Ce qui nous amène au point central et des 4 groupes qui se subdivisent en 10 sections. Et l'idée, c'est que je veux juste vous faire remarquer qu'il y a le point central qu'on va aborder, mais qu'à travers les 10 sections qui sont regroupées, on va donner des éléments d'aide aux étudiants et petit clin d'œil à la fin, il y a espace à louer. Bon, premièrement, c'est parce que visuellement, la présentation avait 12 cases, mais on s'est dit, ben, ce qu'on est en train de proposer, ce n'est pas coulé dans le béton. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui voudrait avoir 15 sections, puis les forger lui-même ou s'inspirer de nos 10 sections, en couper, en rajouter, bref, c'est interactif. Ce n'est pas une religion qu'on débute aujourd'hui. C'est vraiment plus l'idée de point de rencontre avec des éléments, puis ensuite, ben, vous prenez ça, puis vous pouvez comme jazzer ça ou adapter ça à votre goût. Alors, commençons, parce qu'on va vous les expliquer, par le point central. Oh, pardon. Donc, Martin vous a... Oui. Oups, vas-y, fais place à diapo. C'est ça, voilà, c'est ça, merci. Donc, vous avez vu qu'on a placé nos étudiants au centre, évidemment parce que c'est autour d'eux que tout ça va se mettre en place et c'est eux qui vont devenir les acteurs à travers les apprentissages qu'ils vont faire. Donc, il y a le point central qui est planifié, qui se trouve vraiment au cœur du travail que l'étudiant va avoir à faire. Puis pour les sections, Martin vous l'a montré tantôt, elles se répartissent, nous, en 4 groupes. Dans notre premier groupe, qui est installé les mécanismes, on est allé vraiment parler de l'attention et de la concentration, de l'organisation et de la recherche. Dans notre deuxième groupe, qui est un peu plus dans la conception, on est allé vers le travail d'équipe présenté oralement.
Ensuite, dans notre troisième groupe, la lecture et l'écriture, on est allé vraiment travailler les stratégies de lecture, la prise de notes et la rédaction. Et finalement, dans le quatrième groupe, qui est vraiment basé sur le travail sur soi, bien, on parle beaucoup de la motivation et de l'adoption de saines habitudes de vie par nos étudiants. Donc, tout ça se retrouve dans nos 11 sections. Vous avez vu, il y en a une justement qui est un peu allouée dans laquelle on aurait pu aller mettre de la méthodologie. Si on voulait, on aurait pu aller placer la préparation aux examens aussi. C'est juste à dire qu'on peut aller travailler beaucoup de choses, puis c'est un peu à nous d'y aller aussi en fonction des besoins de nos étudiants. Fait qu'on va toujours avoir, nous, le principe de revenir au centre, donc à notre planification, et que c'est important de voir que la séquence, elle n'est pas dans un ordre précis non plus, hein. On va faire des allers-retours et on va y aller en fonction des besoins des étudiants. Donc, on va donner des formations, des informations qui n'arriveront pas toujours nécessairement au moment où l'étudiant en a besoin, mais l'étudiant va pouvoir y retourner et avoir l'information quand il en a besoin et il va pouvoir l'approfondir plus tard aussi, cette information-là. Si on y va avec notre point central qui est de planifier, donc, la planification, quand on l'aborde avec les étudiants, on trouvait ça important de la mettre au centre parce que ça va permettre à notre étudiant, quand on planifie, d'établir les priorités de ce qu'il a à faire dans sa session. Dans la planification, il y a tout le travail aussi à faire par rapport au passage du secondaire vers le collégial dans lequel on apprend à travailler sur des sessions de 15 semaines plutôt que sur une année complète. Donc, prévoir, dans le fond, les priorités dans nos choses, dans les travaux qui sont à effectuer, de prévoir les étapes d'une tâche aussi, un plan sur quoi on doit travailler. Fait que c'est vraiment nécessaire aussi de le travailler avec l'étudiant à court terme, à moyen terme, à long terme et de s'assurer que pendant la session, peu importe la tâche qu'il va faire, il va être en mesure de revenir et de replanifier et de se réajuster. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment allé le mettre au cœur du travail qui est à faire chez nos étudiants, la planification. Mais quand on veut trouver une image pour dire, mais qu'est-ce que c'est quelqu'un qui planifie? C'est quoi planifier tout ça? Bien, on a dans nos discussions, moi et Geneviève, trouvé, on va dire, l'archétype parfait pour la planification. Alors, là, on vous donne le premier, là, mais tous les autres éléments, là, par la suite, là, vous irez les découvrir par vous. Mais on vous donne un peu comme l'idée derrière et la planification. Je ne sais pas si vous connaissez la série Casa del Papel. En anglais, c'est Money Heist, puis en français, je pense que c'est La Maison de papier. Il y a le professeur, l'espèce de cerveau derrière. Ben, je ne vous raconterai pas le punch de la série. Ou qu'est-ce que... il y a le professeur. Et le professeur, il planifie tout. Il a tout planifié. Il sait exactement qu'est-ce qui va arriver. Même quand on pense qu'il est pris de court, même quand on pense qu'il y avait tout prévu. Puis quand tu regardes cette série-là, là, ben c'est planification égale le professeur dans la série Casa del Papel. Et lorsque les étudiants, lorsqu'ils ont ce référent-là et que tu parles de planification et tu leur nommes ce personnage-là, ça clique, ils comprennent tout de suite. Puis là, ça devient « Ah oui, OK, je comprends ce que tu veux dire. » Et là, ça amène à un autre niveau et ça fait en sorte qu'il comprend encore plus ce que tu essaies de lui inculquer comme notion. Donc, ça, on s'est rendu compte que nous autres, entre nous, on s'est rendu compte que, ben, moi, Geneviève, mais tout le monde à qui on parlait de séries télé, l'idée, c'est qu'à un certain moment donné, ça nous évoquait ces images-là. On s'est dit, ben, peut-être qu'avec les étudiants, pourquoi pas, eux autres aussi, ils peuvent avoir les mêmes références. Et je vois que Joël nous suggère que le coyote planifiait. Oui, mettons que son taux de succès, par contre, était moins grand si je dois l'amener à ce niveau-là aussi. J'avoue que le coyote, il planifiait. Oui. Si on y va avec installer les mécanismes, les premières bases qu'on voit souvent avec nos étudiants, c'est vraiment de la concentration. On parle de ce que c'est la concentration, de ce que c'est le mécanisme de l'attention et de la concentration, qui est vraiment de maintenir volontairement sa concentration vers une chose, une action précise, donc écouter un enseignant en classe. Et
on apprend aussi à nos étudiants qu'ils ont un certain contrôle sur leur degré d'attention et de concentration et qu'il y a des trucs qui peuvent les aider, dans le fond, pour devenir plus attentifs. Évidemment, c'est variable d'un individu à l'autre, puis on en parle, puis on parle aussi de la fluctuation de l'attention pendant la journée ou pendant les tâches aussi qui sont à exécuter. Donc, on leur enseigne que plus la tâche elle est complexe, plus elle est nouvelle, plus elle est difficile, plus l'effort à fournir aussi va être difficile. Donc, on essaie vraiment de déboulonner ce que c'est avec eux pour leur apprendre et leur donner le contrôle là-dessus. On leur apprend que l'étude, c'est la tâche qui va requérir sûrement le plus d'attention. Ensuite, la résolution de problèmes, ça va devenir difficile parce que nos étudiants, des fois, ils se questionnent à savoir comment ça se fait que je suis capable de rester concentré longtemps quand je fais telle chose, mais pas quand j'en fais une autre. Fait qu'on essaie vraiment de répondre à ça avec eux. Comment est-ce que rédiger un travail, ça peut demander une bonne dose d'attention parce que on doit mettre en forme, mettre en place des informations et des connaissances qu'on a déjà ou qu'on est en train d'acquérir. Donc, c'est vraiment, on leur permet aussi d'explorer des choses comme la méthode Pomodoro, dans laquelle on présente des pauses fréquentes pendant les études. Donc, on donne à nos étudiants un lien vers PomoFocus vous allez avoir là, dans les liens de notre présentation. PomoFocus, c'est un site avec lequel on les encourage à aller travailler. Donc, c'est vraiment sur le Pomodoro Timer, qui est vraiment une période de 25 minutes d'études, de travail. Et ensuite, on prend 5 minutes de pause, on recommence une autre période. Donc, on habitue nos étudiants à explorer des méthodes de travail qui sont nouvelles souvent pour eux et dans lesquelles, au départ, on va demander de planifier la tâche qui va être effectuée. Fait que vous voyez, on revient vers notre centre déjà. On planifie la tâche qui est à effectuer pour le 25 minutes, on prend une pause, on replanifie un autre 25 minutes de travail. Et ensuite, après 3 périodes comme ça, on leur propose de prendre une pause, excusez-moi, qui est plus grande aussi, pour faire un petit shutdown puis commencer à faire autre chose pendant cette pause-là, revoir le travail qui va être à faire. Donc, c'est vraiment des petits trucs comme ça qu'on essaie de mettre en place. Puis on leur parle aussi beaucoup des distracteurs. Qu'est-ce qui peut détourner mon attention de quand j'essaie de faire justement des périodes d'études? Est-ce que je suis dans un endroit où je peux maintenir mon attention ou au contraire, je suis dans le milieu de ma cuisine, puis ma mère fait le souper, la télé est ouverte, puis mon père est dans le salon, puis j'ai mon frère de 4 ans qui tape sur un jouet à côté. Fait qu'on essaie vraiment de voir avec eux qu'est-ce qui est favorable à leur concentration, à leur attention, le moment dans la journée aussi dans lequel ils vont être plus disposés à travailler. Fait que c'est vraiment d'aller travailler l'ensemble de ce que tu peux mettre en place quand vient le temps et d'être en classe et d'être à la maison ou dans un autre lieu pour travailler. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on va aller aborder avec eux, puis leur apprendre à se connaître pour connaître c'est quoi, eux, leur stratégie qui va bien pour maintenir leur attention. Donc, ça va vers la concentration. Vous voyez une double flèche, donc on revient souvent à planifier. Et ça nous permet d'aller vers organiser. D'organiser, c'est de permettre à l'étudiant, oui, de se préparer, de prendre des bonnes stratégies pour bien savoir ce qu'il y a à faire, mettre à terme un travail, faire l'étude pour un examen, comment s'y prendre, même dans l'organisation de son matériel. Oui, c'est vrai que l'enseignant peut accompagner l'étudiant en lui donnant des tableaux, en faisant des plans dans le plan de cours, avec des structures et tout ça, mais c'est quand même à l'étudiant d'être acteur principal de sa réussite et c'est à lui à s'organiser. Ensuite, on va toujours vers la recherche. Donc, faire des recherches au collégial. Fait que c'est vraiment, on apprend à notre étudiant à acquérir de bonnes méthodes de recherche. Donc, tout ce qui est l'aspect un peu plus méthodologique, de rassembler l'information pertinente, de dégager celle qui l'est moins aussi. C'est vraiment quelque chose dans lequel on va aller présenter à notre étudiant des sites qui peuvent le soutenir justement pour les diverses étapes d'une recherche, vraiment en allant travailler
les sources, les sites Internet, les revues scientifiques. Fait que vraiment faire connaître aussi le matériel qui est à leur disposition dans le cégep. Fait que souvent, nos étudiants, faire connaître quoi, les banques qu'on a déjà à l'intérieur. Puis, on va travailler de concert avec la SMTE, donc la spécialiste en moyens techniques en enseignement de nos établissements qui peuvent offrir aussi des formations. Donc, on va aller chercher un support d'une autre personne aussi qui a des compétences et qui va nous permettre vraiment d'élaborer davantage puis de soutenir nos étudiants pour quand va arriver ce moment-là, il y a déjà les outils pour réussir, en tout cas, avoir ce qu'il faut là, pour commencer des travaux. Et évidemment, les travaux de recherche, souvent, bien, ça fait référence aussi au travail d'équipe, qui est un autre terme qu'on aborde avec nos étudiants. Tout à fait. Alors, qui est plus dans la conception, mais le travail d'équipe, ben, ça comporte quand même de nombreux défis de par l'implication de chaque étudiant, parce que l'idée, c'est évidemment d'apprendre à travailler en équipe. Des fois, il faut revoir, parce qu'on pense qu'ils ont appris à travailler en équipe, mais des fois, on s'aperçoit qu'ils ont appris à travailler en séquence, donc chacun fait sa partie, puis là, après ça, ils mettent tout ça on va dire, un tout à la fin. Puis là, ben, à un certain moment donné, il faut dire, ben, des fois, c'est plus du travail collaboratif où chacun doit travailler à tout moment pendant le travail. Et puis, d'avoir aussi des mécanismes aussi pour trouver des moments communs pour se rencontrer, se répartir les rôles dans une équipe, de s'assurer d'avoir de l'équité aussi dans le travail d'équipe. Hein. Nombre de fois qu'on a ça, souvent, l'étudiant, il y en a un qui fait tout, puis là, ben, il y en a qui finalement se plaignent de ça, ou l'inverse, il y en a un qui veut tout faire, puis il ne laisse pas de la place aux autres. Donc, ça s'apprend ces choses-là. Il ne faut pas penser que les étudiants ont déjà intégré ça. Des fois, il faut revenir sur ces éléments-là. Cela, je me gâte. Je vous avouerai, là, je vais vous présenter Connaissez-vous la patte patrouille? Quand on vous dit qu'on trouve des images là, pour illustrer là, aux étudiants, c'est quoi que ça veut dire? Là? Quand tu regardes une couple d'épisodes de la patte patrouille, là, tu t'aperçois que quand le personnage central, là, qui est Ryder, il arrive à une situation, ben, il va faire appel à certains chiens parce que les situations ont des problématiques ou une solution qu'il faut trouver et que chaque chien a ses particularités. Puis à travers l'épisode, ben, il va arriver une tournure que là, il va faire appel à un autre chien parce que là, c'est ça le travail d'équipe. Puis quand tu expliques aux étudiants, là, bon, qui avouent, au départ, qui n'avouent pas qu'ils connaissent la patte patrouille, mais par la suite, quand il l'avoue, là ben, il va comprendre. Ben, ils vont à un certain moment donné de comprendre en fait que chacun va avoir un rôle et tout ça. Puis oui, je le sais, il y en a qui vont dire « Ah, moi, je venais de me libérer de la patte patrouille, puis vous nous replongez là-dedans. » Ben oui, je le sais, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Avec ça, on est allé mettre aussi présenter oralement. Pourquoi nous, on a décidé de le mettre dans notre trousseau un peu? C'est parce que je l'ai vu, moi, régulièrement en tant que conseillère en service adapté. C'est très anxiogène chez certains étudiants de présenter oralement. Et pourtant, c'est nécessaire. On le sait, hein, je veux dire, toute notre vie, on est en contact, on communique avec les autres. C'est des compétences de base qu'il faut avoir pour notre futur travail souvent et juste dans la vie pour arriver vraiment à bien s'exprimer. Donc, ce qu'on a proposé, c'est vraiment un accompagnement de nos étudiants pour acquérir ces compétences-là et on le fait vraiment par étapes. Donc, on a divisé les étapes de la présentation orale, allant de la préparation jusqu'à la présentation. Donc, plus on est préparé, plus on peut réduire l'anxiété pour pouvoir se présenter. Et on a aussi réduit les groupes dans lesquels, donc, on a essayé de ne pas éviter la situation avec nos étudiants, donc de ne pas passer par la porte d'en arrière et aller demander de faire un oral en individuel ou d'aller, mais plutôt de pratiquer notre étudiant à acquérir ces compétences-là en se pratiquant d'abord avec nous, en se pratiquant en plus petits groupes, en ayant vraiment des occasions où notre étudiant va pouvoir acquérir ces compétences-là, gagner en confiance. Et on pensait vraiment que pour nous, en tout cas, dans notre façon de faire, on ne croit pas que l'évitement était la stratégie à adopter. On a vraiment voulu y aller avec en disant, ben non, au contraire, tu vas être content, tu vas être fier de toi et tu vas être beaucoup plus satisfait de réaliser
une présentation orale quand tu vas l'avoir fait devant un groupe plutôt que d'avoir évité cette situation-là. Donc, pour nous, c'est important de permettre à nos étudiants d'acquérir ces compétences-là et c'est pour ça qu'on est allé le mettre dans notre trousseau là, d'informations. Quand on passe à la sphère lecture et écriture, bien évidemment que lire est tout de suite devenu, c'est imposé comme section parce qu'on s'est dit, ben oui, c'est important, les lectures sont plus présentes et volumineuses au collégial. C'est important de s'attarder au type de texte puis aux intentions de lecture avec les étudiants, bien, dans le but de les préparer à débuter, à entamer une lecture ou à la poursuivre. Des fois, de discuter en petits groupes avec les étudiants qui ont des difficultés à comprendre les textes, ça peut être une façon. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent ces façons-là pour soutenir les étudiants ou des fois en découpant les lectures ou même en offrant des livres audio. Ça peut être des façons de soit morceler la tâche ou de faciliter en fait la compréhension des étudiants. Donc, il y a tous ces éléments-là qui peuvent être des moyens qui peuvent être pris. On a travaillé aussi la prise de notes avec les étudiants. Donc, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, la prise de notes, on va commencer à la faire dès le début de la session, mais en même temps, il n'y a pas de moment pour enseigner une bonne prise de notes. Je pense que ça peut se faire tout au long de la session. C'est vraiment un travail à long terme. Ce qu'on explique aussi à nos étudiants, c'est que bien, souvent, on va favoriser la prise de notes qui est manuscrite plutôt que la prise de notes qui est à l'ordinateur. Parce que souvent, nos étudiants collégiens, ils arrivent, ils ont un ordinateur, ils sont contents, ils ont envie de l'amener en classe, mais la prise de notes, probablement, on a un distracteur aussi en ayant un ordinateur devant nous, mais la prise de notes aussi qui est manuscrite va nous permettre d'utiliser des abréviations, d'avoir des mots-clés dans nos phrases, tandis que quand on est à l'ordinateur, on a plus tendance à reproduire directement ce que l'enseignant nous dit et réécrire un verbatim, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas fait un tri de ce qui était important et nos notes sont moins bien organisées. Donc, on va vraiment essayer d'amener nos étudiants à faire une prise de notes à la main. Il y a des enseignants parfois qui accompagnent aussi les étudiants à travers la prise de notes pour les guider, à dire qu'est-ce qui est important à se retrouver dans les notes ou des fois fournir des documents dans lesquels il y a des notes trouées où notre étudiant va être appelé à écouter pour pouvoir aller placer les éléments qui sont manquants et bonifier leurs notes. De cette façon-là, nos étudiants ils vont demeurer actifs aussi en classe. C'est ce qu'on veut, mais on les surcharge un petit peu moins cognitivement. Donc, notre étudiant peut rester attentif sur le cours tout en prenant une prise de notes qui est un peu moins volumineuse. Ça va les aider aussi à rester attentifs sur une plus longue période. Et évidemment, arrive le temps de rédiger, le temps de la rédaction. Et il faut se poser des questions avant de rédiger, de savoir c'est quoi le texte que j'ai à rédiger, qu'est-ce que j'ai à écrire, mais aussi savoir c'est quoi les lectures que j'y associe, que j'ai faites dans ma préparation, l'importance de faire le plan, d'avoir des méthodes aussi de correction et de révision. Les étudiants, souvent, vont confondre la rédaction, ou du moins, ils vont penser que la rédaction, tu es frappé par un état de grâce, puis là, tu vas comme sortir ça tout d'une venue, ça va tout sortir, puis là, ils vont se mettre derrière le clavier, souvent la veille, là, puis là, ça va être le mythe de la nuit blanche, là, puis là, ils vont tout se mettre à taper, puis ça va tout être en une fois, puis ils vont tout rédiger, alors que souvent, on leur dit écrire, c'est réécrire, il faut repasser son texte et tout ça. Donc, c'est des éléments sur lesquels on revient et puis qu'on explique aux étudiants aussi des éléments. Encore là, comme je disais tantôt, on pense qu'ils le savent, mais des fois, de revisiter ces éléments-là, ça vaut la peine. Mm-hmm. Finalement, dans le travail sur soi, on est allé mettre la motivation parce que la motivation, c'est vraiment un nœud de la guerre. C'est quelque chose qui est super important à développer chez nos étudiants. En fait, on veut que nos étudiants trouvent la motivation pour laquelle, des fois, ils doivent effectuer une tâche ou un cours en particulier qui leur plaît moins. C'est important à nos étudiants de leur apprendre à faire des liens entre la matière qui est apprise en classe, puis comment est-ce que ça va pouvoir être investi dans le futur via un autre cours qui va être à faire ou le travail plus tard. Il faut qu'ils donnent du sens, nos étudiants, à ce qu'ils effectuent.
pour s'engager dedans. Fait que c'est sûr que la motivation, ça va aussi se développer en allant chercher les intérêts de nos étudiants. Puis c'est un peu ce qu'on fait, nous, en allant proposer, là, on ne vous les a pas tous montrés, mais en allant proposer des liens entre des personnages connus, des sources d'intérêt de nos étudiants, on va aller créer vraiment un sentiment où notre étudiant va avoir quelque chose qui le raccroche et qui lui donne de l'intérêt autour des sujets qu'on va aborder avec lui. Deshi et Ryan, là, qui ont parlé beaucoup de la motivation, en parlent vraiment comme une démarche qui s'inscrit dans l'autodétermination. Fait que ça dit que en bout de ligne, le besoin de se sentir compétent chez notre étudiant, là, donc de bien faire ce qu'il entreprend, et le besoin d'établir des relations avec les autres aussi, donc satisfaisantes avec son entourage, avec les enseignants, avec le personnel aussi qui est autour de lui au cégep. Donc, ça pourrait être autant sa CSA que son API. C'est tous des acteurs qui vont pouvoir venir soutenir cette motivation-là et aider l'étudiant à la développer. Donc, on parle beaucoup de cette motivation-là avec nos étudiants pour qu'ils s'engagent dans leur projet d'études. Excellent. Et finalement, adopter de saines habitudes de vie. Ça, là, bon, le mot-clé ici, là, c'est équilibre. Parce que, bon, il faut le rappeler aux étudiants que d'avoir différentes sources, en fait, de ne pas juste avoir l'école, mais d'avoir, bon, premièrement, de ne pas oublier des activités comme ne serait-ce que dormir, c'est important de dormir aussi, de bien s'alimenter, de faire de l'exercice physique, puis de ne pas non plus mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a vraiment des éléments qu'il faut répéter pour que les étudiants viennent, on va se le dire des fois, là, par expérience, vont expérimenter des choses, puis ils vont dire, ouais, ça, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais il reste qu'à un certain moment donné, de dire, il y a les heures de coucher, d'avoir une certaine routine, d'avoir des habitudes, puis d'avoir aussi des habitudes de repas, d'en avoir, ça devrait être au nombre de 3, puis d'alterner avec des collations, ou en tout cas, avoir un équilibre à travers tout ça, avec le travail, la détente, l'école, la vie sociale, la vie amoureuse, les activités, le travail rémunéré, hein, évidemment. Donc, tout ça fait en sorte que ce sont tous des éléments qui sont abordés avec les étudiants. Oui, tout à fait. Puis surtout qu'on sait maintenant que le sommeil a vraiment un rôle sur les apprentissages. Oui, Puis c'est vrai. ça, bien, souvent, quand on est jeune adulte, quand on a à sortir quelque chose de notre horaire, bien, ça peut être les heures de sommeil qui diminuent à chaque nuit, alors qu'on sait à quel point ça va être important. Puis que, ben oui, ça a un rôle sur les apprentissages, mais ça a aussi un rôle sur l'attention en classe, la concentration, la motivation. Fait que c'est vraiment des facteurs, les saines habitudes de vie vont vraiment influencer positivement ou négativement le parcours de nos étudiants. Fait que, on parlait aussi dans les saines habitudes de vie de la consommation que nos étudiants peuvent avoir. Est-ce qu'ils ont une consommation excessive, autant au niveau que de la drogue, de l'alcool, mais de la consommation des réseaux sociaux, d'Internet? Fait que c'est vraiment des choses. Et puis dans les saines habitudes, on essaie de parler de l'exercice physique aussi, l'importance de bouger à chaque jour, pour que, dans le fond, c'est ça, avoir ancrer ces bonnes habitudes-là. Fait que c'est vraiment toutes ces choses-là qu'on essaie de mettre de l'avant. Puis c'est sûr que dans le meilleur des cas, on va présenter une bonne intervention au bon moment pour que ça donne du sens. Mais ce n'est pas tout le temps le cas parce qu'on ne travaille pas toujours en individuel, hein. Des fois, on va travailler en petits groupes et ça ne donnera pas de sens tout de suite à tout le monde. Mais c'est pour ça que plus on le répète, si moi je le fais, si on a un enseignant en classe qui va le faire, bien, on commence à multiplier et on commence peut-être à ce moment-là à semer au bon moment des interventions qui vont donner du sens à nos étudiants. Et un peu comme l'animation que vous avez vue furtivement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séquence et qu'on peut revenir sur un même élément souvent. Il n'y a pas d'ordre dans la roue, on revient en fonction des demandes ou du moins du besoin de l'étudiant aussi. Donc, c'est un peu, je reviens avec l'idée du cheminement ou du principe itératif de tout à l'heure. Mhm. Alors, allons-y avec les effets. Oui, on s'est questionné, on s'est dit, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que nos étudiants ont des effets qui sont positifs quand on travaille avec eux, les stratégies d'apprentissage? Ce qu'on s'est rendu compte, finalement, c'est que nos étudiants étaient en majorité plus motivés parce qu'ils arrivaient à établir des liens, en quelque sorte, entre les efforts qu'ils fournissaient et
les résultats qu'ils obtenaient, ce qui n'est pas toujours facile hein, parce qu'on est souvent dans l'instantanéité. On a envie hein, de faire quelque chose, d'avoir un résultat tout de suite, mais ce n'est pas nécessairement ça qui arrive. Hein. Quand on met en place des stratégies comme ça, bien, ça vient à plus long terme, les résultats, et des fois, ça peut être démotivant. Mais de maintenir notre étudiant dans ce processus-là, lui rappeler que c'est normal, que ça n'arrive pas tout de suite, qu'il faut être patient, mais que les résultats vont arriver, bien, à ce moment-là, on l'a vu, la hausse de la motivation à la fin de la session, quand les résultats rentrent, après un examen, après un travail qui est remis, puis quand on voit notre étudiant qui est fier de lui et qui, justement, par l'expérience, par l'observation, justement, qu'il a fait en classe, par les encouragements qu'on a pu lui apporter aussi, parce qu'on est une équipe derrière qui essaie de mobiliser les étudiants, bien, ça a vraiment donné des résultats qui étaient significatifs. Ça a aussi permis à nos étudiants de rencontrer, d'aller à la rencontre de personnes dans le cégep, donc les conseillers en services adaptés, les API, les enseignants, des gens qu'ils n'auraient pas nécessairement rencontrés s'ils n'avaient pas fait ces ateliers-là. Donc, ça les a mis en contact avec des gens vers qui ils pouvaient se référer en cas de besoin. Et justement, ces intervenants et intervenantes-là, il ne faut pas les oublier parce qu'il y a un effet sur eux aussi, parce qu'ils ont l'impression d'être positifs, d'être significatifs, évocateurs dans le cheminement de l'étudiant. Et ça, bien, ça fait en sorte qu'ils sont encore plus impliqués, ou du moins, ça leur donne encore plus le goût de s'impliquer. L'idée, c'est qu'on sait qu'il y a déjà des pratiques qui sont dans les cégeps et tout ça. Ce n'est pas des choses, des fois, que l'on invente, c'est juste de les mettre en contact avec ces gens-là qui sont là pour ça, mais c'est méconnu, ou du moins qui ne sont juste pas au courant qu'il y a des services qui sont donnés. Et pour les intervenants, ben, il faut voir aussi que dans le cas du projet, ben, c'est une première phase de notre projet. Là. On a vu que le projet dans son ensemble, ben, on aimerait ça que ça vienne aussi arrimer, ça soit arrimé officiellement, ou du moins à des cours spécifiquement, ou à des étudiants de première année, par exemple. Idéalement, à terme, là, le projet, il pourrait rejoindre tous les programmes, parce que là, on l'a ciblé, comme on le disait tout à l'heure, sur des étudiants spécifiques, mais ça pourrait être un peu plus large. Puis, je pense que c'est là où le travail conjoint de tous les intervenants devient encore plus efficient. Mm-hmm. Dans les résultats qu'on a obtenus à ce jour-là, en fait, il n'y avait pas énormément de résultats qui ressortaient de la population générale parce que c'était vraiment semé par-ci, par-là dans la population générale. Par contre, l'échantillon des services adaptés auxquels on s'est vraiment attardé davantage était quand même assez bon parce qu'à Terrebonne, on a une bonne population d'étudiants en situation de handicap. On pouvait avoir environ 18 de nos étudiants. Donc, on avait un bassin qui était intéressant pour nous permettre d'expérimenter. Fait qu'on avait au-dessus de 350 étudiants. Donc, nos étudiants en service adapté, ce qu'on a remarqué, c'est que leur taux de réussite au cours auquel ils étaient inscrits avait grimpé et était rendu à 88,4 Donc, ça, c'était la moyenne des dernières années. Donc, ça nous permet de penser qu'en bout de ligne, ces gestes-là, ces accompagnements-là peuvent favoriser la réussite et la persévérance de nos étudiants. Et si j'arrive avec l'accompagnement de l'étudiant, ben ça fait en sorte de, oui, susciter son intérêt, sa curiosité, puis ça l'amène aussi à faire des liens. Trop souvent, on entend, ben, ah, mais ça, il apprend ça dans un cours, c'est comme une boîte close ou une boîte qui est pas perméable à d'autres choses. Mais c'est justement, il faut des fois qu'ils prennent l'étudiant, qui voit qu'il y a des liens à faire entre ces différents apprentissages, entre ces différents cours et tout ça, et que l'étudiant comme tel, si on l'accompagne là-dedans, c'est que chaque étudiant étant différent, bien, il va cheminer dans son acquisition, dans son processus. Puis, c'est ça qu'on veut atteindre, c'est que l'étudiant soit engagé dans sa réussite, parce que c'est quand même lui l'acteur principal de tout ça, mais reste qu'on va l'accompagner, on va le soutenir là-dedans, et que j'irais même jusqu'à dire que, tu sais, au cégep, c'est un geste social d'aller au cégep. Ça demande une dose d'implication. Le cégep, ce n'est pas juste ce que j'appelle une boîte à cours, un endroit où on va suivre des cours. Tu vas apprendre d'autres choses, pas juste des notions. Tu vas apprendre des savoir-être. C'est un milieu de vie aussi dans lequel il y a beaucoup d'apprentissages qui peuvent être faits.
Ce qu'on retient, nous, en fait, de cette expérience-là, c'est qu'on a réalisé, en bout de ligne, qu'on est tous impliqués dans la réussite de nos étudiants. Excusez, j'ai Ben pris un petit oui, délai. Ben c'est oui. long. Ben oui, hein? En fait, il y a 4 éléments. Fait que là, le premier, tu viens de le nommer. Le deuxième, c'est que l'étudiant, il reste l'acteur ou l'étudiante reste l'actrice principale de sa réussite. Oui, on a vu aussi que ben, le cheminement de chaque étudiant était différent. Et qu'il faut accepter que les résultats surviennent à des moments différents. Ça, c'est bien, bien, bien important. C'est pas parce que tu montres quelque chose là que tout de suite, il y a un résultat. C'est un peu comme, ben, je plante une graine, puis elle va germer. Elle va-tu germer tout de suite? Elle va-tu germer une semaine, un mois, 2 ans? Des fois, Je dois vous interrompre parce Oui, qu'il y a quelques questions qui sont posées et il oui, sera 12h30 dans 2 minutes. d'accord. Hey, Est-ce merci que de nous vous êtes rappeler à l'ordre. à l'aise? Est-ce que vous aimeriez conclure votre présentation Ben, tout de suite? Et on ensuite, on est, va passer aux questions. ouais, écoute, on est tellement en synchrone parce que tout ça qu'on voulait dire, c'est que tout le monde arrive à des moments différents. Et c'était, voilà où on arrivait à la période de questions. OK, parfait. Ça arrive parfaitement. Merci, c'était très intéressant. Moi, j'aurais une question à vous poser là, à la fin. Mais il y a tout d'abord Geneviève qui demandait, pour ce qui est de la prise de notes manuscrite, est-ce qu'à votre avis, d'utiliser la tablette tactile peut être aussi efficace que la prise de notes sur papier? Nous, c'est pas ce qu'on recommande. J'ai jamais travaillé avec ça, fait que je veux pas m'avancer là-dessus puis dire n'importe quoi. On travaillait beaucoup avec la méthode Cornell. Nous, c'est là-dedans. Mais je sais qu'il y a des notes qui se font bien. Là, il y a GoodNotes, entre autres, comme logiciel qui existe puis qui peut faire avec un crayon là, qui nous permet. À mon avis, si l'étudiant ne perd pas trop de temps, c'est juste ça aussi qu'il faut voir, tu sais, le moment que ça peut prendre, comment on peut réorganiser, ça peut sûrement être un bon outil. Puis peut-être que mon collègue technopédago en sait davantage là-dessus. Mais moi, prime abord, je suis très manuscrite dans la vie là, pour la prise de notes avec les étudiants. OK. Moi, je me disais, mon Dieu, le document que vous nous avez présenté, ça serait peut-être intéressant de l'adapter pour le présenter aux étudiants. Ça serait, il me semble qu'il y aurait quelque chose qu'on pourrait aller chercher là-dedans. Enfin, deuxième question, c'est les gens qui posent la question, comment se fait le lien entre ce que vous faites et les enseignants de ces étudiants-là qui sont suivis? Très bonne question. Excusez-moi, moi, j'ai manqué la question. Comment se fait J'ai le juste lien? entendu très bonne question. Comment se fait le lien entre ce que vous faites en tant que conseiller professionnel là, avec votre propre expertise et les enseignants des étudiants qui sont suivis? OK, oui. Avec les enseignants en tant que tels de ces étudiants-là? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de suivi qui est fait par rapport au lien entre les enseignants et les étudiants qui sont en suivi parce que ce suivi-là est vraiment fait sur une base volontaire avec les étudiants. Et donc, si on devait aller vraiment dans tous les programmes, voir tous les enseignants, je pense que ce ne serait pas réaliste. Par contre, on a des enseignants qui viennent parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils veulent les intégrer dans leur cours. Puis eux, à ce moment-là, bien, ils vont aller rejoindre une autre population étudiante. Mais nous, vraiment, là, de dire qu'on a 350 étudiants desquels les enseignants sont informés des suivis qu'ils ont, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment des ateliers qui ont été offerts. Des fois, moi, André Laurando, je l'ai fait aussi dans des classes directement avec les enseignants. Fait que ça dépend vraiment de la formule qui peut être prise, mais à Terrebonne, on ne fonctionnait pas de cette façon-là. D'accord. Merci. Il y a Réjeanne aussi qui pose aussi la question, combien d'heures passez-vous avec un étudiant? Combien de rencontres par session? Ça dépend du besoin de l'étudiant. Souvent, préalablement aux rencontres, on va commencer par déterminer c'est quoi les besoins de nos étudiants. Puis c'est à partir de là qu'on va pouvoir orienter des fois vers des ateliers particuliers parce que ce n'est pas tous nos étudiants qui ont besoin de tous les ateliers. Fait qu'on va pouvoir, ça peut varier là, vraiment d'un 4 rencontres, mettons d'une heure environ, mais ça peut aller des fois jusqu'à 10 rencontres si on veut couvrir des thèmes, revenir sur des choses. Ça dépend vraiment du besoin de nos étudiants. Puis c'est pour ça aussi qu'on est capable d'en voir en individuel, mais qu'il y en a aussi qu'on va plutôt voir en petits groupes parce que bien, ça fonctionne bien, puis le rythme est plus adéquat pour les petits groupes. Fait que les étudiants en plus grande difficulté souvent vont être vus plus individuellement versus nos étudiants qui ont déjà un peu plus d'autonomie et qui ont besoin que de certains
certains ateliers. Puis ce qui peut être intéressant quand vous avez besoin de faire ça, nous, on a commencé à travailler avec un outil qui a été développé par le CCDMD, qui est Étudiant Plus, Résultat Plus, Ouais. qui nous permet vraiment d'aller cibler des fois les difficultés de nos étudiants quand ils ne se connaissent pas beaucoup et qu'ils ne sont pas certains de c'est quoi leurs besoins. Bien, on va aller aussi travailler avec ce questionnaire-là pour aider à définir qu'est-ce qui pourrait aider là, et soutenir notre étudiant. Merci. Il y a Marie-Christine qui pose la question suivante. De quelle façon avez-vous rejoint les ESH, les étudiants en situation de handicap, qui sont dans des programmes différents? Est-ce que vous leur avez donné des ateliers spécifiques? Bien, souvent, quand on a des étudiants qui sont dans des programmes plus différents, parce que l'ESH était facile à rejoindre parce que j'étais conseillère en services adaptés. En fonction des programmes différents, oui, on pouvait créer des groupes, en fait, qui étaient juste pour des programmes vraiment précis d'une préparation à un examen pour tel programme dans tel cours. Ça, c'est des choses qui pouvaient être faites. Mais sinon, ça peut être très individuel. Moi, ça m'est arrivé d'avoir tellement peu d'étudiants. Puis aussi, il faut que l'étudiant ait des besoins. Fait que ça ne veut pas dire que si j'ai 20 étudiants inscrits dans ce programme-là, que les 20 vont avoir ce besoin-là. Fait que souvent, on allait vers l'individuel dans ce temps-là aussi. D'accord. Eh bien, je crois qu'on a fait, en principe, le tour du sujet. Un gros merci. C'était très intéressant. Martin, je suis bien contente de t'avoir revu, tu t'en doutes. Oui, Geneviève, je suis bien contente de t'avoir rencontré pour une première fois. Alors, j'invite les participants, bien sûr, à remplir le formulaire d'appréciation dont je vais envoyer le lien dans un courriel qui va vous être envoyé cet après-midi et qui comportera effectivement le contenu du clavardage pertinent là, au webinaire en tant que tel, de même que le lien vers la présentation de Geniali. Parfait. Alors, merci beaucoup à tous les deux, puis je vous dis à bientôt. Bon dîner. À la prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Nicole. Merci. Au revoir.